Où sont tes parents? Au Vietnam. Ils ne sont pas partis avec toi? On était dans des barques pour aller rejoindre le bateau. Ils ont été découverts. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Combien de temps vous avez été en Thaïlande? 3 ans à Thaïlande. Dans un camp? Oui. D'accord. Et vous avez encore de la famille au Cambodge? Oui, oui. Beaucoup? Il y en a beaucoup. Có nhiêu sống nhiêu. Tại vì tụi em tính là bây giờ 2 tháng đầu là để cruise coi như là association nó cho tiền. On vit avec ce qu'on a. Được 2 tháng. Nous comptons pour les 2 premiers mois sur la sécurité sociale du Crous. Après 2 mois, mon frère peut travailler pour envoyer quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Thì làm đủ như thí dụ như những người khác như serveur. Comme tout le monde. Serveur, blanchisseur, babysitter, n'importe quoi. Babysitter này nó làm nghề chi cũng làm hết chứ sao giờ. Insertion France. Un document réalisé par Bui Sung Quang. Avec la collaboration de Huỳnh Quốc Tế, Monique Bouillet, Robert Huỳnh, Thierry Ledoux. Ont participé au débat Alain Arnaud, Françoise Lanéval, Bui Thị Liên, Ta Ngọc Thạch, Gilles Roy. Avec la participation de Madame Phum Oanh et ses élèves. Les Français sont bien disposés envers les réfugiés indo-chinois. En général, nous avons un préjugé très favorable pour les Asiatiques. Oui, ce préjugé favorable était fondé sur la connaissance de Vietnamiens venus avant 1975. En fait, il y a eu plusieurs vagues d'arrivées. D'abord, il y a eu un premier flux en 14-18, les soldats ouvriers qu'on a amenés pour, on disait à l'époque, pour sauver l'Empire. Ensuite, il y a eu une vague de l'aristocratie saigonaise, de culture française, parfaitement adaptée à la vie occidentale. D'ailleurs, eux-mêmes parlaient français dans leur famille. Une troisième vague, en 40, encore des soldats ouvriers, qu'on a amenés pratiquement de force de leur rizière natale. Bon, à la libération, une partie est rentrée au Vietnam. Les autres ont réussi à s'assimiler plus ou moins, soit en travaillant aux usines Renault ou dans la restauration. D'ailleurs, c'était la première vague de restaurants indo-chinois de l'époque. Et puis d'autres se sont convertis dans la teinturerie et la blanchisserie, etc. Ensuite, il y a eu une vague en 1954, à l'époque des accords de Genève. Alors là, il s'agit aussi d'une bourgeoisie tonkinoise qui ont quitté directement le Nord-Vietnam et qui sont venus en France. Pour ces gens-là, le problème d'adaptation ne s'est pratiquement pas posé, puisqu'ils parlaient français, ils faisaient leurs études dans des établissements français, et ils se sont adaptés très facilement, et on peut même dire qu'il y a eu là certaines réussites économiques. Et si je comprends bien, ces gens-là étaient susceptibles de rentrer au Vietnam. Oui, oui. Par contre, depuis 1975, l'échantillonnage beaucoup plus mêlé des nouveaux arrivants va poser de sérieux problèmes quant à ce préjugé favorable. Il risque même de le remettre en cause. C'est ça. Bah, évidemment, parce que je trouve qu'il faut être humanitaire quand quelqu'un souffre, que ce soit n'importe quelle nationalité. Alors la France est concernée
surtout parce que c'était déjà des anciennes colonies. Bien entendu, tout le monde a vu les visages à la fois tendus et patients des gens sur les boat people. Mais en fait, on se demande à qui on a affaire. Des privilégiés ou bien des hommes spécialement éprouvés. Il faut distinguer les gens qui viennent en 75 et les gens qui viennent après 75. En 75, ils n'ont rien payé et ils peuvent apporter leur bagage ou leurs économies ou leur fortune. Les boat people, c'est différent. D'abord, il faut payer pour partir. Donc souvent, ce sont ceux qui ont des économies qui partent, dans la plupart des cas. Mais quand ils viennent ici, ils sont complètement démunis. J'ai un ami qui était visité par les pirates de mer 18 fois. Oui, ce logement nous a été donné par la mairie de Sceaux. C'est-à-dire Oui, prêté pour un an. Prêté pour un an, gratuitement, avec tout équipé. C'était juste ce qu'il faut pour vivre décemment. Et on a deux familles qui habitent dans le même pavillon ici. On a été très bien reçus par la mairie de Sceaux, surtout le service social, qui a été très gentil avec nous. Et nous a bien guidés pour les formalités, papiers, et pour inscrire les enfants à l'école, par exemple. Et mes enfants, ils sont allés au lycée Marie Curie, à l'école du centre de Sceaux. C'est tout près d'ici, c'est très pratique. Ah oui, et on attend le bébé au mois dernier et on a pu l'inscrire, ma femme, en maternité à l'hôpital Béclair. C'est dans la juridiction de Sceaux. Et on l'a eu, le bébé, c'est un nouveau garçon qui est venu au monde. On l'a appelé Ben. Oui, on l'a appelé Ben parce que en vietnamien ça veut dire père. Depuis septembre 1975, nous avons reçu à peu près 1 000 de réfugiés. Je dis à peu près parce que ce sont des gens qui se déplacent facilement, on n'est jamais sûr du nombre exact. Il y avait dans la région de Nantes des logements, du travail chez Cinca chez Renault, donc une insertion qui s'est faite très rapidement. Les réfugiés nous font confiance, ils sont accueillis par la population d'une façon tout à fait normale. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont un emploi et un logement. De sorte qu'après 3 ou 4 jours de mise en route, ils vont directement à leur travail, tandis que la famille reste au foyer. Ils sont logés dans des conditions pratiquement correctes pour tous les réfugiés. Combien vous avez reçu à peu près? Nous avons reçu en Lozère 800 réfugiés, dont 400 sont stabilisés, dans toute la Lozère. Il n'y a pas de difficulté? Non, des difficultés si, bien sûr, il y en a toujours. Parce qu'il faut toujours affiner, il faut toujours améliorer son accueil, améliorer la façon de vivre des réfugiés. Mais malgré cela, je crois que l'accueil est remarquable, étant donné que nous sommes 70 000 habitants dans le département de la Lozère. 400 réfugiés représentent à peu près 6 pour 1000 de la population. Dans certains villages, ils atteignent même quelquefois 10%, sans difficulté de la part du village. C'est un seuil toutefois à ne pas dépasser. Mais il n'y a pratiquement pas de difficulté de la part de la population, les accepte et eux-mêmes éprouvent le désir, le besoin de parler avec la population française. Les réfugiés sont utilisés dans des scieries ou dans des industries artisanales de fabrication de mobilier. Ils sont tous rémunérés au SMIC officiel pour le nombre d'heures qu'ils font chaque jour. Ils ont donc à peu près entre 2003 et 2500 francs par mois. Ils ont presque tous, toutes les familles que nous avons accueillies en Lozère ont entre 6 et 7 enfants, ce qui fait à peu près entre 2007 et 2900 francs par mois, auxquels s'ajoutent les allocations de logement, puisqu'ils ont droit à pratiquement la totalité de leur loyer de rembourser.
On peut penser qu'en moyenne, ils ont à peu près 5 000 francs par mois qui rentrent à la maison. Leur vie, ils dépensent beaucoup moins que nous. Ils sont sûrement beaucoup plus économes que nous ne le sommes. Et déjà, la majorité d'entre eux ont un livret de caisse d'épargne qui est un peu approvisionné et qui, mon Dieu, n'est pas négligeable. Combien de temps vous êtes en France? 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Et où est-ce que vous travaillez? Je travaille à Paris. À Paris. Qu'est-ce que vous faites? Tailler des pierres. Tailler des pierres? Oui. Combien vous êtes payé là, pour ce travail? 2300. Combien vous avez d'enfants? C'est 300 francs. 3 enfants? Oui. Quel âge ils ont? 5 ans. 5 ans? 4. 4 ans? Et 2 ans. Et 2 ans? Oui. Et au Cambodge, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Comme ici, la lapidaire. Oh, je suis venue en France il y a 4 ans et demi déjà. En 75? En 75. Oui. Et vous avez tout de suite acheté? Non, je restais en chômage pendant 1 an. Et après, ce sont mes frères et mes soeurs qui m'ont aidé à acheter ce fonds de commerce. Et quel est votre métier à Saigon? J'enseignais les sciences naturelles. Et vous n'avez pas le problème de changer de métier? Oh non. Tu es chirurgien, c'est pas trop difficile pour toi d'être infirmier? Pour dire que c'est le même travail, c'est pas exactement le même travail, mais on est dans le métier, quoi. Et le travail d'infirmier, c'est tout à fait différent. Hein. En ce qui concerne les professions libérales et les cadres supérieurs, les équivalences sont obtenues très difficilement. Mais très souvent, les réfugiés acceptent des classifications. Le problème est tout autre dans les usines, car il ne faut pas oublier que le réfugié vient de vivre un drame et il veut à tout prix travailler. Il est très attaché à son travail et en fait, c'est l'ouvrier consciencieux type. Ils sont généralement très bien acceptés. Il suffit de penser à Simca, où il y a 800 réfugiés qui travaillent à Poissy. Mais ce travail consciencieux crée parfois certains problèmes. Cela me rappelle l'histoire d'une jeune Vietnamienne qui travaillait dans une usine de bobinage dans la région parisienne. Au début, elle a été placée en fin de chaîne parce qu'on l'a considérée comme lente et inexpérimentée. Et puis on s'est rendu compte qu'elle se croisait très rapidement les bras. Elle a donc été placée au début de la chaîne et le travail devenait trop rapide. Peu de temps après, elle a quitté cette usine car la situation était difficile pour elle, mais elle s'est recyclée dans la dactylo. Il y a aussi le cas d'un Vietnamien dont le travail consistait à redresser des clous inoxydables et il rapportait 2 fois plus de clous que ses collègues. On se demandait pourquoi. Et on s'est rendu compte en fait que la famille entière passait ses soirées à redresser des clous. Je pense que l'on peut dire que de toute façon, les réfugiés sont satisfaits de leur travail en général et sont fort appréciés. Il ne faut pas croire que tout se passe toujours sans heurts. Les réfugiés connaissent les mêmes problèmes que les autres immigrés. Bon, certains n'arrivent pas à le supporter et trouvent la solution dans un travail plus autonome, par exemple dans le petit commerce. Pour cela, le problème principal est d'abord de trouver de l'argent. Et puis ensuite, un gros problème aussi, c'est celui de la langue. La langue, et puis aussi le fait de devoir connaître la mentalité des clients, une mentalité qui est autre que celle qu'ils ont connue dans leur propre pays. Je suis arrivé ici le 26 février 1976. Je n'avais pas d'argent. Au Vietnam, j'avais un centre d'édition de bandes à Quy Nhơn. J'ai pu apporter un lot de cassettes.
Au bout de 2 jours, j'ai travaillé comme mécanicien. Le gouvernement donnait 1800 francs pour ma femme et mes enfants. Mon salaire était de 2800. Avec mes économies, j'ai fondé ce centre d'édition de bandes de musique vietnamienne à Paris. Au début, c'était difficile, mais si l'on veut réussir, il faut de la persévérance. Créer une maison comme celle-ci n'est pas très facile, mais nous avons du courage. Ça fait 2 ans que j'ai créé ce centre. J'ai été salarié pendant 1 an, période pendant laquelle ma femme repiquait les bandes à la maison. Au fur et à mesure, j'ai acheté des appareils. Heureusement, les allocations familiales nous permettent de vivre. En ce moment, je peux vivre normalement sans de trop grandes difficultés. Leur vie familiale se passe assez simplement. Les femmes sont à la maison, s'occupent du foyer, brossent, apprennent à lire et à écrire, tandis que les enfants vont en classe. Les enfants sont répartis en ce qui concerne le village que nous venons de voir, là, au Roux, en Haute-Lozère. Les enfants sont répartis sur 2 écoles. Les 2 familles totalisent 14 enfants. 2 écoles les ont donc acceptées, une école de l'enseignement privé, une école de l'enseignement public. En ce qui concerne l'école de l'enseignement public, disons que sa fermeture a été stoppée grâce à l'arrivée des enfants, puisque malheureusement en Lozère, comme dans toute la France, le problème des enfants, des écoles est un peu crucial. Le nombre d'enfants diminuant, la démographie baissant, les écoles n'ont plus beaucoup d'élèves. Dans bien des cas, il nous est demandé des réfugiés, bien sûr, pour pouvoir remplir une œuvre humaine, mais également pour permettre à une école de survivre. Parfois. Et ça fait longtemps que tu es là? Oui. Combien? 3 ans. 3 ans, ça va? Oui. Tu vas à l'école? Oui. Et tu as des petites amies françaises? Oui. Ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Et ta mère? Il ne travaille pas, mais elle rôde. Elle rôde à la maison. Avec tes parents, tu parles comment? Tu parles ta langue maternelle, le monde, ou bien le français? En monde. Monde? Oui. Avec tes amis monde, comment tu parles? Tu parles monde? Oui. Ou français? Les 2. Les 2? Tu parles bien? Je sais pas. Et tu parles l'ancien aussi? Je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Et le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez des amis cambodgiens ou... Le dimanche, vous avez des amis cambodgiens? Oui. Comme moi. Le dimanche. Et vous avez des amis français? Non? Non. Non, pas encore. Et votre femme, elle parle un peu français? Ou... Non. Non, pas du tout. Chị coi bên này mấy năm có bạn bè? Avez-vous des amis depuis que vous êtes là? Très peu. Chị quen Việt Nam nhiều? Je connais des gens, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Chị có quen người Pháp hay người Đầm không? Des Français? Non. Không, chưa quen ai. Est-ce que vous parlez français? Très peu. Je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre. Qua đây rồi không được đi học. Cũng biết ít. L'un des problèmes immédiats que le réfugié rencontre dès son arrivée, c'est celui du logement. Lié d'ailleurs pour lui à celui du travail. Alors ce que l'on constate, c'est qu'ils ont tendance à se concentrer dans les grandes villes, essentiellement à Paris d'ailleurs. Constante qui se retrouve chez tous les réfugiés. Dans toute l'histoire des réfugiés, on constate une tendance à se concentrer dans les tissus urbains. Ce qui est normal pour des gens arrachés de leur pays, qui tout de suite ont une tendance psychologique et affective à se resserrer dans les villes, où ils trouvent le travail, où ils font des petits ghettos, car ils peuvent,
et où ils essayent de resserrer et de retisser les liens qu'ils ont perdus. Alors ils préfèrent ici se grouper. Ils préfèrent se grouper. Il y a des ghettos. Oui, malheureusement. Il y en a un en Lozère qui, je crois, est connu pratiquement de toute la France, c'est Montrodin, où il y a 125 réfugiés pour une population de 500 personnes. C'est trop. Nous faisons tout pour les faire sortir de ce ghetto, tandis qu'eux font tout pour y retourner, parce qu'ils sont ensemble, ils se sécurisent et ne voient pas dans l'immédiat que c'est un écueil, un obstacle certain à leur insertion. Puisque les réfugiés qui sont à Moroda parlent très peu le français, leurs enfants sont dans une école pratiquement laotienne avec quelques élèves maghrébins, et en cours de récréation, ils ne parlent que leur langue et jamais la nôtre. Donc le travail, malgré tout l'effort fourni par les instituteurs, il est très difficile de les faire progresser en français. Sur le plan de la croyance, pour avoir une vie spirituelle en Asie, on peut dire qu'il y a quelques problèmes. Par exemple, parmi les gens d'un certain âge, la vie spirituelle est plus importante que la vie matérielle. Ils viennent suivre les cérémonies, faire des prières, comme au Vietnam. Mais les moyens de transport, de même que les horaires de travail de leurs enfants, limitent dans une certaine mesure leur pratique. Pour les jeunes, la vie matérielle de l'Occident les attire et ils y mettent beaucoup de leur temps. Leur pratique de la religion traditionnelle n'est pas aussi correcte qu'en Asie. Bon, les Mongs ont une tradition qui est très ancienne, puisque on ne sait pas depuis quand les Mongs existent, quels ont été leurs voyages. C'est un peuple qui a traversé l'Asie un petit peu dans tous les sens, mais ils ont leur langue, qui depuis peu d'ailleurs est une langue écrite. Ils ont leur tradition de broderie. Ce qu'on peut faire pour eux actuellement en France, c'est les faire broder, en montrant aux femmes que les Français apprécient ces broderies et les achètent. C'est un petit revenu pour elles. On essaye de conserver leur langue tout en les aidant à faire l'acquisition de la langue française qui leur est indispensable. On a édité dernièrement des dictionnaires pour les aider à vivre au milieu des Français, mais on veut absolument qu'ils gardent leur vie de monde, leur identité de monde, parce qu'un peuple qui perd ses habitudes, c'est un peuple qui disparaît. Si l'on pose le problème de l'adaptation des réfugiés, je crois qu'il faut bien voir deux aspects. Il y a le problème de leur adaptation pratique proprement dite, logement, langue française, et là, il faut bien dire qu'ils n'ont pas réellement de problème. Ils s'en sortent fort bien. Il y a un autre problème qui est le problème de leur adaptation culturelle. Voici des gens qui arrivent en France, formés par une longue traduction en Confucius, avec une teinture américaine, essentiellement d'ailleurs au niveau du mode de vie, et qui s'installent chez nous avec des questions auxquelles nous ne pourrons pas apporter de réponse. La civilisation française n'est pas apte à intégrer la civilisation ancienne de l'Asie, et notre mode de vie n'est pas apte non plus à donner satisfaction à des gens qui ont connu le rêve américain. Donc il faut bien comprendre qu'il y aura une adaptation culturelle très lente et qui posera des problèmes au niveau par exemple des générations. Les parents vietnamiens, les parents laotiens vont avoir des enfants qui seront élevés d'une façon différente de leur propre éducation et d'une façon surtout différente de l'éducation qu'ils voudraient donner à leurs enfants. Donc c'est un problème qui ne se soldera qu'assez longtemps.
c'est lentement dans le temps. Je suis arrivé le 3 octobre dernier, là, oui. Il y a un mois. À peu près un mois, oui. Pourquoi avoir choisi la France? Vous m'avez dit que vous avez un diplôme américain. Oh, c'est parce que je suis de culture française. Peut-être l'un des derniers vietnamiens de culture française, peut-être. Et le Vietnam? Et le Vietnam, je préfère ne pas évoquer le souvenir. Patrimoine que je garde pour moi. Et le travail, l'avenir? Le travail, je suis en train de chercher du travail actuellement. J'ai quelques propositions. Mais enfin, le plus important, c'est encore de vivre avec soi-même, de vivre avec des nouvelles réalités, se retrouver. Monsieur Jean-Paul Sartre a déclaré une fois que humainement, il est pour les boat people, mais politiquement, il est contre. Alors, que signifie pour vous? Ah bon? J'espère qu'il a le sens de l'humour. Nhưng mà trong tương lai thì thế nào? Et dans l'avenir? Trong tương lai thì tôi nghĩ nếu trong tương lai thì trong tương lai nếu mà tôi cố gắng. Pour l'avenir, je continue dans mon effort. Tôi có chí tôi làm mà tôi không có nản chí của tôi thì trong tương lai tôi sẽ là rất là tốt. Pour l'avenir, comme je suis parti de zéro, il n'y aura aucun problème. Đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ sẽ thành công, không bao giờ mà trở ngại.